l'impératrice Maria Féodorovna manifeste une telle joie que le tsar Alexandre III informe Fabergé qu'il devra pour chaque fête pascale fournir un œuf différent. Ainsi, les années de la vie du couple et celles du pays vont être scandées et symbolisées par ces cadeaux. L'œuf de la Renaissance, qui date de 1894, est une sorte de présage funeste. Le dernier cadeau symbolique d'Alexandre III à sa chère épouse, car il meurt dans l'année d'une insuffisance rénale. La légende raconte qu'il fut atteint de ce mal à cause d'un déraillement du train impérial. Le tsar aurait soutenu le toit du wagon pour éviter qu'il n'écrase sa famille. L'œuf de la Renaissance est un signe d'éternité. Il est taillé dans de l'agate laiteuse sur un support en or et en émail polychrome. 2 têtes de lion sont situées aux extrémités. La coquille est incrustée de pierres précieuses. La date, 1894, est inscrite en diamant sur le sommet. La surprise qu'il contenait a elle aussi disparu. La facture de Fabergé fait référence à des perles. Peut-être y avait-il un collier et des bracelets. Une autre hypothèse concerne l'œuf de la résurrection du Christ. Cette figure du Christ, avec 2 anges taillés dans du cristal de roche, aurait pu être à l'intérieur de l'œuf de la Renaissance. La thématique est cohérente, mais les 2 pièces ne s'emboîtent pas parfaitement. Après la mort d'Alexandre III, son fils Nicolas devient empereur. Le nouveau tsar perpétue et amplifie la tradition. Il commande chaque année un œuf pour son épouse Alix et un autre pour sa mère, Maria Féodorovna. Dans un pays où les hivers sont si longs, où les couleurs des villes et des campagnes s'éteignent sous la neige, la vue des fleurs est un réconfort. Elles sont aussi une source d'inspiration pour les créateurs de la maison Fabergé. Ainsi, en 1895, Nicolas II offre à sa femme l'œuf à la rose. Une œuvre dans le style Louis XVI. La coquille est en or guilloché, recouvert d'un émail ornementé de guirlandes de feuilles en or et de flèches en diamant. Au sommet de l'œuf, un diamant imposant recouvre un portrait du tsar. À l'autre pointe de l'œuf, toujours sous un diamant, la date du cadeau. À l'intérieur, l'impératrice découvre un bouton de rose jaune, symbole d'amour. Les flèches en diamant sont, bien sûr, celles de Cupidon. Le bijou exprime la passion de l'empereur pour son épouse. Le muguet, symbole de jeunesse et de pureté, est la fleur favorite de la tsarine. En 1898, Fabergé place les fêtes de Pâques sous le signe de l'Art nouveau. Et Nicolas II offre à Alix l'œuf au muguet. La coquille de l'œuf est recouverte d'un émail rose, transparent. Elle est découpée de lignes verticales. Les fleurs sont des perles, dont les pétales sont taillés dans des diamants. La surprise de l'œuf est l'apparition au sommet de la coquille d'un trèfle orné des portraits de Nicolas II avec ses 2 premières filles, Olga et Tatiana.
À Saint-Pétersbourg, Carl Fabergé, pour faire face à l'augmentation des commandes en plus de ses propres ateliers, va développer un réseau complexe de partenaires, de sous-traitants, de fournisseurs exclusifs qu'il choisit dans la multitude des bijoutiers et des joailliers installés dans la ville. Il va ainsi sélectionner les meilleurs talents et les centaines de mains anonymes qui contribueront à la conception de ces trésors. Certains chefs d'atelier jouent un rôle majeur. Parmi eux, Franz Bierbaum, excellent dessinateur et designer, est aussi un innovateur de génie. Des années plus tard, il prendra le temps de rédiger des mémoires qui expliquent la façon dont Fabergé a fait croître la production sans altérer la créativité de son entreprise. Il écrit : Les frères Fabergé avaient trop de travail et ne pouvaient pas s'occuper des ateliers correctement. Aussi Carl a-t-il décidé d'établir des ateliers autonomes qui ne travaillaient que sur les dessins de la maison. Ainsi organisé, il diversifie la production et s'attaque à d'autres marchés. Seule la recherche de la beauté et de l'originalité d'un objet guide Fabergé. Dans une gazette, il déclare : Un objet de valeur ne m'intéresse pas si son prix réside seulement dans l'abondance des perles et des diamants. C'est le principe d'une œuvre d'art. Le prix d'un tableau n'est pas l'addition du coût de la toile et de la peinture. La valeur d'une œuvre dépend de critères plus subjectifs et plus complexes. Les ateliers Fabergé exploitent la beauté des pierres semi-précieuses et de l'émail. La perfection des émaux est une des signatures du joaillier. Pour les fabriquer, Carl a recruté les meilleurs ouvriers. Avec eux, il expérimente les transparences, les couleurs. Il fait varier à l'infini les dessins sur les supports guillochés. Les guillochis sont des gravures délicates et régulières de fines lignes ondulées. Les couches d'émail transparent sur ces surfaces d'or et d'argent guillochées jouent avec la lumière et produisent des effets surprenants de reflets infinis. Il propose plus d'une centaine de couleurs, parmi lesquelles ses clients peuvent choisir. Fabergé apprend aussi à jouer avec la beauté des pierres dures semi-précieuses, dont les gisements sont en Russie, notamment en Sibérie et dans la chaîne de l'Oural. Dans ses mémoires, Franz Bierbaum cite en particulier la néphrite, qui vient des rives de l'Ono en Sibérie orientale. Une pierre verte aux variations chromatiques infinies. La rhodonite pour ses inclusions de rose vif. Le topaz aux transparences fauves. Le bleu intense du lapis-lazuli. L'élégant violet de l'améthyste. Les différents types de quartz dont le cristal de roche si délicat à travailler, et bien d'autres merveilles encore. Les ateliers de sculpture utilisaient tous les chefs-d'œuvre de la nature.